The beat of the drums echoes in the pulse beat of the young braves. Salut les joueuses, salut les joueurs. Eh bien, pour cette émission où on va parler de jeux de rôle, je suis accompagnée d'un invité exceptionnel qui manie autant la réussite majeure que l'échec critique. C'est bien sûr Dédé Chute. Salut Dédé. Salut Paul Garin. Tu vas bien ? Ouais, je vais super bien. La rentrée, on a bien commencé l'année, ça va bien. Oui, les échecs critiques, ça arrive à tout le monde, même aux meilleurs. Hein. Mais il en faut pour relancer un peu. Pour savourer. Voilà. Pour savourer les réussites. Exactement. Alors pour cette première émission, on va essayer peut-être de se parler de jeux de rôle une fois par mois. On va voir si on arrive à tenir le rythme. Et donc on va vous parler un peu de nos vacances rôlistiques, de ce qu'on a reçu et de ce qu'on a joué. Donc c'est un petit bilan estival. Voilà, c'est de bon ton à la rentrée, je pense, de faire des petits bilans de nos vacances. Ouais, qui sont toujours trop courtes, on ne le dit pas assez. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut en prendre beaucoup, enfin plein de petits fois. Ouais, exactement, pour mieux les savourer aussi. C'est ça. Alors, on commence un peu par nos réceptions, ce qu'on a pu acheter ou pas, et qu'on a pu commencer à lire pendant les vacances, si ça te va. Bah ouais, on peut commencer avec ça. Alors, je ne sais pas si ceux qui nous suivent sur ce podcast savent, mais on avait fait un actual play pour Proxy Jeux pendant l'été. Et on avait fait un BOB, un Belonging Outside Belonging, c'est-à-dire un jeu sans MJ et sans dés. Et le Belonging Outside Belonging, c'est un système de jeu, ou plutôt un canevas qui a été inventé, en tout cas, ou designé par Avery Alder, donc, qui est une autrice de jeux de rôle et une game designeuse canadienne. Et dans un moment de folie, j'ai commandé sur son site, donc je mettrai le lien, c'est sur son site, donc au Canada, les jeux qu'elle a, des jeux qui n'ont jamais été traduits vraiment en français, en tout cas pas de traduction officielle. Donc il y a Dream Askew, Dream Apart, qui sont en fait deux jeux qui sont proposés ensemble. Dream Askew qui est bien d'Avery Alder, et l'autre, Dream Apart, qui est un autre jeu, enfin d'un autre auteur, Benjamin Rosenbaum. Donc dans Dream Askew, ça se déroule dans un univers post-apocalyptique dans lequel on incarne en fait des personnes marginalisées qui vont essayer de reconstruire une communauté. Et dans Dream Apart, en fait, ça se passe dans une communauté juive au 19e. Et là, le jeu va se teinter également de fantasy, puisqu'on va explorer aussi le folklore juif. Donc ça, c'est un des premiers ouvrages. Et puis j'ai commandé également, toujours sur son site, d'autres jeux qu'elle a proposés, Ribbon Drive et Variations on Your Body, où elle explore la transformation du corps. Et c'est beaucoup de jeux de rôle en solo, en fait. Ok. Évidemment, tout est en anglais. Les frais de port étaient raisonnables, j'ai trouvé. Depuis le Canada, justement, c'est ce que j'allais demander, parce que les frais de port, c'est souvent... Au début, j'ai vu le prix en dollars, j'ai fait « Oh mon Dieu !» Et puis en fait, c'était des dollars canadiens, donc c'était plus... c'était mieux. C'est ça. Ça allait mieux. Je les ai feuilletés, je les ai pas encore lus, j'avoue. Un peu de retard dans les lectures. Et écoute, je pense qu'on en reparlera ultérieurement. Ça m'intrigue bien. Le Dream Askew, ouais, j'avais vu quand tu avais posté, j'ai regardé un peu. Ça a l'air sympa, ouais, de remonter un peu une communauté en post-apo. Ça a l'air... Avec toujours l'idée qu'on est dans des jeux qui prônent la bienveillance, en fait, le soin qu'on apporte aux autres, en fait, l'attention apportée aux autres, on n'est pas du tout dans des jeux qui se veulent épiques, plus classiques, en fait, dans les thèmes qu'ils proposent d'aborder. Donc, je pense que c'est aussi intéressant. Et si on aime ce genre de jeu, hein, il y a pas de scénario, il y a pas de meneuse de jeu à proprement parler, pas de dés, c'est toujours un système de jetons, si j'ai bien compris. Donc voilà, on en parlera plus tard. Et puis j'ai aussi acheté un jeu auto-édité qui s'appelle The Caravan, dont on reparlera plus tard parce qu'en fait j'y ai joué cet été. Ah. Et toi Dédé, qu'est-ce que t'as acheté cet été ? Moi j'ai acheté Cthulhu Confidential, un jeu basé sur le système Gumshoe. Donc on en parlera un peu plus après si tu veux. J'ai commencé la lecture, j'ai pas encore joué, mais le système m'a l'air sympatoche et je pense qu'il faut, enfin, je pense qu'on peut en parler un peu plus longuement. Alors je sais pas si vous qu'on le fasse tout de suite ou qu'on... Comme tu veux, tu peux y aller si tu veux, tu peux dérouler. Ah bah alors je me lance. Parce qu'en fait, le système Gumshoe, c'est un système
basé sur l'histoire plutôt que sur le simulationnisme. L'idée, c'est de faire avancer la narration coûte que coûte sans être bloqué par un jet de dés. Donc en gros, t'as pas de jet de... Par un échec critique. Voilà, c'est ça. Si tu fais un jet de toc, on va pas te demander un jet de trouver objet caché ou quelque chose comme ça. En gros, si tu joues un détective privé, parce que là on joue des détectives, enfin des gens qui sont détectives privés en gros, où on part du principe que tu es doué dans ton métier, tu es pas niveau 1, tu vois. Donc si tu dis je suis au bon endroit, je suis dans le bureau de machin, je vais fouiller son bureau pour trouver les documents comptables qui manquent. Si tu as la compétence comptabilité, bah tu pourras retrouver directement l'objet. On va pas te demander de faire un jet parce qu'on se dit que t'es quand même un professionnel, c'est pas ta première enquête. Si on t'a embauché, c'est que voilà, t'es assez compétent, et donc si t'es compétent, tu vas forcément trouver le document. Trouver le document, tu vois. Donc c'est. Disons que tu fais pas de jet de dextérité pour ouvrir un tiroir, quoi, par exemple. C'est ça. Alors il y a des jets de dés pour les compétences comment dire générales. Là, on va demander des jets de dés, mais en gros, on va pas te demander pour la recherche d'indices en particulier, on va pas te demander de jet de dés, quoi. Ok. Donc ça, c'est un truc qui est pas mal sur ce système, quoi. Après, voilà, ça veut dire que sur les combats, c'est pareil, on va pas trop faire il y aura pas trop de combats dans ce jeu-là. C'est plus, voilà, on a des tests, et on a des tests pour quand il se passe des choses qui font potentiellement... Qui sortent de l'ordinaire, voilà, sortent de l'ordinaire, mais pas pour l'enquête. À proprement parler, il n'y a pas forcément besoin de jet de dés, quoi. Ok. Moi, j'avais en tête que dans le système Gumshoe, c'était beaucoup pour jouer en une MJ, une joueuse, c'est ça ou... Alors, pas forcément, mais dans celui-là, oui. Et je pense que c'est une bonne... c'est pas mal pour le système Gumshoe. Il est pas mal, ouais, en 1v1. Notamment, voilà, c'est plus intimiste. On joue plus des détectives, tu vois, solo, comme dans les films noirs, plutôt qu'un groupe d'aventuriers. Des groupes d'investigateurs, voilà. Ouais. Mais je pense que ça doit bien changer aussi le style le style de jeu que ça apporte, quoi. Ok. Et donc ouais, en fait, en gros, il y a des tests. Tu fais des tests si ils appellent ça des défis, tu vois, si ça provoque une situation intéressante narrativement, quoi. Et donc ils ont des tests, et si tu réussis bien, tu peux avoir un atout pour la suite, donc un truc qui te permet de que tu gardes à long terme. Mais si tu rates vraiment ton jet de dés, tu vas avoir un problème, donc quelque chose qui va aussi te suivre sur la suite, quoi. Et donc j'imagine que vu le titre, l'univers, donc c'est, ouais, comme tu le disais, c'est ambiance polar, c'est c'est Los Angeles, ou une vision de Los Angeles un peu fantasmée dans laquelle on évolue. Oui, c'est ça. En fait, on évolue il y a Los Angeles, il y a New York et Washington. Donc trois univers. Trois univers à explorer dans les années 30-40, notamment je crois que c'est celui de New York de Washington, qui se passe durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc un petit Ok. Donc, et on a des enquêtes de détectives classiques qui peuvent être un petit peu teintées d'horreur cthulhienne, on va dire. Toi, c'est un univers qui te plaît, ou en termes de goût personnel, ou pas plus que ça? Moi, ouais, les années 30, c'est pas forcément... j'aime bien, mais c'est pas mon univers préféré. Mais là, c'est le système qui m'avait pas mal accroché. Moi, je me dis, ouais, ça peut être sympa. Après, on a tous vu des films de détectives de fin des années 30.
voilà, c'est le début de recherche des empreintes et des choses comme ça. Voilà, enfin, la police un peu plus un peu scientifique. scientifique, c'est son début, mais c'est pas, on n'est pas que tourné vers ça. Ok. Ouais. Après le système, comme dit, ouais, ils disent au niveau des combats, comme t'es quand un personnage, en gros, t'as peu de chances de mourir, quoi. Enfin, ils disent, on va pas tuer le personnage vu que si voilà, l'histoire s'arrête si si t'es mort. Il n'y a pas un Oui. autre personnage qui peut Prendre le qui peut relais, prendre ouais. le relais et tu te crées un autre perso et il rencontre quelqu'un, tu vois. On peut pas te réintégrer dans l'histoire comme t'es seul, donc. Après, il dit si les joueurs et les joueuses font n'importe quoi, il faut quand même les sanctionner. Mais voilà, pas croire non plus qu'on est invincible, mais plutôt se dire que voilà, on va éviter les problèmes mais on peut quand même voilà, pour éviter d'avoir des combats et de mourir, quoi. Et j'avais en tête parce que j'avais écouté il y a longtemps un actual play. Alors le jeu existe en anglais depuis déjà plus Ouais, longtemps. depuis pas Un mal de temps. actual play de mon comment dire, mon idole en matière d'actual play qui est Jean-Michel Abrassard où il jouait donc dans cet univers. Alors c'était il y a vraiment longtemps. Et de mémoire aussi, le jeu se veut assez réaliste sur des problématiques, comme le racisme par exemple ou le sexisme, parce que je crois qu'il y a des personnages qui peuvent être racisés ou personnages féminins qui vont se heurter aussi à des sujets plus sensibles dans le cadre du jeu. Je sais pas si tu as vu ça dans ta lecture. J'ai pas encore tout lu, mais alors oui, il y a un personnage féminin. On peut jouer une journaliste, et du coup, alors j'ai pas encore tout lu, mais oui, il y a pas mal de choses qui sont intégrées, notamment voilà le, le, le contexte historique est assez bien décrit aussi pour qu'on puisse vraiment être dans l'ambiance du truc, quoi. Et alors, un petit point sur la forme, parce que je sais que toi, tu es assez fan d'inclusivité dans le jeu de rôle. En fait, ils ont utilisé le masculin et le féminin là dans le. Donc, en gros, D'accord. ils parlent de la joueuse. Donc, la joueuse, tout ce qui concerne la joueuse est féminin. Et tout ce qui concerne le MJ, c'est masculin. Alors, D'accord. je sais pas quoi en penser, si c'est bien ou si c'est pas bien, parce que d'un côté, on rajoute du féminin, donc c'est pas mal, ça permet une ouverture d'esprit. Après, on le rajoute pas sur le rôle du MJ, mais sur le rôle de la joueuse, donc je sais pas comment est-ce que c'est on se dit que c'est les hommes qui râlent le plus, et pour quand ils vont lire ça, ils vont se dire ah mais au moins moi je peux être MJ et tout ça. Je sais pas comment le prendre, mais c'est un premier pas, et je trouve que c'est pas mal, surtout comme là il y a deux personnes. Alors on peut se dire qu'on va peut-être jouer en couple ou pas forcément, mais ça permet aussi de différencier quand on parle de l'un ou de l'autre. Après, je sais pas si ça apporte grand-chose, mais il y a un peu. Ouais, il y a pas mal d'ouvrages qui font ça en fait, qui décident de genrer un des rôles, enfin voilà, qui vont différencier MJ et joueur-joueuse, et qui vont choisir de genrer un des rôles au masculin et un autre au féminin. Je crois que dans les livres de Edge, c'est souvent comme ça aussi. Quand ils traduisent par exemple l'appel de Cthulhu, par exemple le règne de la terreur, dont on parlera rapidement après, c'est la même chose de mémoire. Ils disent bien soit les joueuses, soit la meneuse, et inversement, je sais plus exactement. Je pense que ouais, l'idée c'est de pas tout passer au féminin générique, parce que c'est alors là je pense qu'on aurait des hurlements Oui, voilà. de tous ceux qui n'arrivent pas à se projeter. Ils peuvent lire les ouvrages en anglais, mais par contre c'est trop compliqué si on leur parle au féminin, ils peuvent plus se projeter dans le jeu. Moi je trouve ça pas mal en fait d'avoir cet Ouais. équilibre. Je trouve ça ça contente, enfin disons que ça Bah, équilibre un peu les C'est un premier les pas, choses. ouais, vers la parité, quoi. Écoute, on pourra prévoir d'y jouer, tu penses, Ah bah à ce... je serais enchanté de te faire jouer soit, alors attends, je reprends les personnages, soit Dex Raymond, Viviane Sinclair ou Langston Montgomery Wright.
Cool. Voilà. Cool. Et donc, tu pourras jouer un de ces détectives privés. Alors, bon, comme on est seul et s'il te manque des compétences, en fait, ils ont prévu que chaque personnage, il a des sources, tu vois. Donc, tu connais quelqu'un, truc, donc t'es pas vraiment seul dans ton enquête. Ouais, tu peux appeler un ami. Comment dire, je peux appeler Huggy les bons tuyaux. C'est ça. c'est un peu l'idée, quoi. Ouais. Moi, je trouve que c'est pas mal, ça, sur le... Ouais, bon, moi je suis assez, voilà, on en avait déjà parlé, hein, mais c'est vrai que moi je suis assez partante pour découvrir, et j'aime bien cette idée de jouer à deux, quoi, en fait, parce que je pense que de fait, ça t'oblige aussi à être plus concentré dans l'intrigue, en fait. C'est ça. Tu peux pas trop te reposer, tu te reposes pas sur les autres. Tu peux pas jouer à Candy Crush en distanciel pendant que les autres font... Que toi, t'es bloqué à l'extérieur et puis que les autres, ils sont en train d'enquêter parce que toi, t'as raté tous tes jets d'escalade. D'escalader du muret, ouais. Voilà, par exemple. Non, mais ouais, mais c'est pas. Bah, après, ils disent que c'est aussi peut-être un peu dur d'être tout le temps, de toi être tout le temps au taquet, quoi. Ça peut. Ouais. Alors que quand il y a d'autres, justement, t'as des moments de respiration où tu peux laisser l'autre un peu parler. Donc là, il disait, faut faire attention à ça, c'est pas plus être intense. trop, faire bien des pauses, à jouer soit le OMJ à bien jouer les PNJ un peu plus longtemps, des fois pour laisser un peu le temps de reposer et pas être toujours au taquet, pas trop mettre la pression à la joueuse, quoi. Ok, cool. Bah écoute, voilà, on découvrira ça puis on pourra en reparler quand on aura joué, du coup. C'est ça. Et toi, t'as joué à quoi cet été? Alors déjà cet été, il faut dire que j'ai fait un gros week-end de jeux de rôle. Donc c'était une nouveauté pour moi. Donc un week-end où tu retrouves des gens et tu vas dans un gîte et tu n'y vas que pour jouer au jeu de rôle. Avec des gens que tu connais ou avec des gens que tu connais pas? Eh bien écoute, sur 30 personnes, je me connaissais moi-même et en vrai j'en connaissais 2 autres. Et 4... Oui, je dis pas de bêtises. 4 que je connaissais, mais que à distance, que je n'avais jamais rencontrés. Et tous les autres, je ne les connaissais pas. Donc, tu imagines que pour moi, ce fut... Sacrée épreuve. Une sacrée épreuve. Mais ça s'est super bien passé. Franchement, voilà, je leur fais un big up à tous s'ils nous écoutent. C'était super... ils ont été super accueillants. C'était génial. Et l'avantage aussi, c'est que ça t'oblige, entre guillemets, enfin, ça t'incite à jouer à des jeux que tu ne connais pas du tout. Et auxquels tu n'aurais peut-être jamais joué si tu n'avais pas eu cette opportunité. Alors, j'ai joué tout d'abord à Donjons et compagnie, qui est un jeu édité par John Doe, écrit par Benoît Felten. Et il y a plein de scénarios qui ont été écrits par des auteurs assez connus, comme Éric Nieudant et un certain Antoine Boza. Alors, Donjons et compagnie, c'est un jeu qui prend un peu le contre-pied de Donjons et Dragons, puisque au lieu d'incarner des aventuriers qui vont dans un donjon, tu incarnes les monstres du donjon, qui se protège contre les aventuriers, parce qu'il y a tout un lore qui dit qu'en fait le donjon c'est une sorte de parc d'attraction géré par une sorte de grosse compagnie bien capitaliste, et toi tu es un employé de la compagnie, et donc on t'envoie dans les donjons pour quand les aventuriers ont un peu trop de réussite ou menacent en fait la pérennité du donjon, quoi. Exactement, la pérennité du donjon. Un petit peu comme dans le jeu vidéo, c'était quoi le jeu vidéo des années 90, Dungeon Keeper? Ah, peut-être. Non, j'ai pas joué à ça. Mais je crois que ça ressemble aussi un peu, pour ceux qui sont amateurs ou amatrices de bande dessinée, ça ressemble un peu à ce qu'on peut trouver dans la série Donjon de Johann Sfar et puis de, comment il s'appelle, Louis Trondheim. Voilà, parce que je connais un petit peu, j'ai lu un petit peu, mais pas plus que ça. Mais quand j'ai raconté le pitch à des gens qui connaissent bien, ils m'ont dit « Ah, mais ça ressemble trop et tout. » Alors, franchement, c'est super rigolo, parce qu'il y a toute la partie où tu joues dans la compagnie qui est très drôle, puisque tu as un service RH, un service logistique, un employé du mois, etc. Donc franchement, c'est super rigolo de le prendre. C'est quand même assez humoristique. Ouais, je pense que c'est 2e degré quand même. Hein. Ouais, très très. Et alors, est-ce que tu étais employé du mois? Non, j'ai pas été employé du mois parce que notre chef d'équipe, il s'est attribué un peu, il nous a un peu
Ouais, il nous a un peu ghosté avec un autre personnage, alors qu'on sait nous qu'on fait tout le boulot et il s'est un peu attribué nos mérites. Donc, ça, c'est le chef, c'est à ça qu'on repérait le chef. Voilà. Forcément, tu projettes beaucoup de ta vie professionnelle dans le jeu. C'était franchement super drôle. Il y avait des moments de voilà, tu crées pas mal aussi l'univers ensemble. Enfin, il y a des trucs que tu crées, etc. Le scénario était assez marrant aussi. Je sais pas si en campagne ça fonctionne super bien, s'il y a pas un peu de lassitude, je ne sais pas. Là, j'ai fait juste un one shot, mais franchement, on a bien rigolé. Donc et j'ai bien aimé. Voilà, ce second degré était assez bien fait, quoi. Ouais, ça a l'air sympa, ouais. Ouais, c'était vraiment... Ouais, ça a essayé. Je pense que c'est vraiment à essayer parce que du coup, ça explore aussi des choses un peu différentes de ce qu'on connaît habituellement, quoi. Ensuite, j'ai joué à Forbidden Lands, donc qui est un jeu qui est édité par Free Alligan, et donc c'est Arcane Asylum pour la VF. Donc c'est un jeu suédois avec des illustrations notamment il y a des illustrations de la couverture, elle est juste splendide, allez la voir. Elle a été réalisée par Simon Stalenhag, qu'on connaît pour Tales from the Loop. Oui. Et aussi par Nils Gulliksson, qui est un illustrateur suédois de fantasy qui est très très connu en Suède. Peut-être un tout petit peu moins chez nous. Donc c'est un univers un petit peu plus médiéval, enfin en tout cas cette vision-là. On n'incarne pas des héros, mais plutôt des vauriens ou des mercenaires qui essayent de tirer leur épingle du jeu. Il y a beaucoup on a fait le scénario d'initiation, mais en fait ça donne lieu à une grosse campagne derrière si on veut, parce qu'on va explorer le monde au fur et à mesure, et on a une carte de l'univers. Et en fonction de ce qu'on fait, on va pouvoir coller aussi des choses. En fait, il y a sur la carte, en fonction de ce qu'on va découvrir. Donc, il y a tout un système comme ça de stickers, d'autocollants qu'on peut poser sur la carte pour voir l'évolution du monde qu'on découvre. Puisque l'idée, c'est qu'il y a eu en gros une sorte de brume pendant des années et on n'est jamais sorti de notre village. Et un jour, on peut sortir de notre village. Il y a aussi beaucoup de rencontres aléatoires. Donc ça laisse beaucoup de place à la MJ en fait pour l'interprétation et créer du lore. J'ai pas été 100% emballée, j'avoue. J'en attendais beaucoup et je suis un peu réservée, quoi. Je pense qu'effectivement pour le coup, là c'est vraiment un jeu à jouer en campagne pour profiter de toute l'évolution du monde. Sur un one-shot, je sais pas si tu te rends bien compte de toutes les possibilités de l'univers, de tout ce que tu peux créer dedans, quoi. Ouais, bah oui, si c'est un jeu qui se veut évolutif, où tu personnalises ta carte, c'est mieux, je pense, quand t'as déjà personnalisé plusieurs trucs, de dire, ah bah oui, là, ça se passe, ça porte ce nom-là, parce qu'on était là... Et je pense qu'en plus, ça va gagner si tu joues avec le même groupe, tu vas construire les relations aussi, ça va apporter pas mal en fait je pense dans le jeu, quoi. Toi, t'as joué à des jeux ou pas, non, pas trop, à part le Règne de la Terreur. Bon, on va en parler vite fait, mais ouais. Non, moi j'ai joué que au Règne de la Terreur avec toi, mais on n'a pas encore fini. Après, j'ai joué à The Caravan, donc je parlais tout à l'heure, que j'ai acheté, donc tu comprends tout de suite que ça m'a énormément plu. Je n'en avais jamais entendu parler. C'est un jeu qui est auto-édité et qui est un jeu de Xavier Laporte qui se trouve il était en fait au week-end où j'étais. Donc c'est son jeu, quoi. Et c'était un univers assez poétique mais dark. En fait, on vit sur une île, on est des enfants, on incarne des enfants entre je pense 8-9 ans et puis 13-14 ans maximum. Dans un univers qui a été complètement dévasté, on joue des orphelins et le pitch de départ, c'est que on se fait recueillir par une caravane qui est uniquement composée d'enfants. Et je vais rien dire de plus parce que si je spoil en fait le reste du jeu, c'est vraiment dommage si vous avez envie d'y jouer. C'est un one shot ou Alors en fait, là on a fait un one-shot, mais en vrai il y a plusieurs scénarios dans le livre que tu peux enchaîner avec les mêmes personnages. Quand on a joué, on était 4 joueurs et joueuses, dont 2 qui avaient déjà joué, donc qui avaient repris leur perso. Et on était 2 à ne pas connaître du tout. Moi je ne savais rien, et ce qui était pas mal, c'est qu'il y a eu des moments où des choses se sont révélées, et les 2 autres savaient, celles qui avaient déjà joué, elles savaient ce qui allait se passer. Et du coup, nous on ne savait rien, et du coup ça crée vraiment une vraie tension, une vraie attente, parce qu'on voyait bien qu'il allait se passer des choses. Enfin, ça c'était vraiment intéressant. Moi j'ai adoré en fait le jeu, j'ai adoré l'univers. Il y a beaucoup d'idées vraiment top au niveau de
au niveau de ce que apportent les scénarios, il y a des choix moraux vraiment forts, difficiles. Donc c'est pas un jeu que je peux conseiller. Enfin, il faut le savoir avant d'y jouer. C'est qu'on peut être dans des situations compliquées moralement et qui peuvent être vraiment délicates à gérer. Et bien sûr, il y a une X-card qui est proposée. Voilà, si on n'est pas à l'aise. Moi, j'ai lu, c'est super réussi, vraiment. J'ai hâte en fait de pouvoir le faire jouer et de le faire découvrir parce que je trouve que c'est un jeu très riche. Voilà, ça m'a vraiment énormément plu. Je peux pas trop en dire parce que vraiment je veux pas révéler et gâcher le plaisir de la première partie, quoi. Et le seul truc qui m'a moins plu, c'était le système de combat, parce qu'il y a un système de combat qui est prévu, bon, qui est pas le cœur du jeu non plus, hein, mais j'étais moins à l'aise avec ça, voilà. Mais bon, de façon générale, je suis pas en jeu de rôle, je m'aperçois que je suis pas trop à l'aise avec les phases de combat. En fait, c'est des choses que j'ai moins envie de gérer et de jouer, quoi. Ouais, mais parce que ça casse souvent un rythme parce que le combat, c'est souvent on est sur un truc, il y a une tension qui monte, il va se passer quelque chose et paf, t'as un combat. Et puis là, on s'arrête. Combien t'as de dés ? Tu lances des dés. Ça dure très longtemps pour des actions qui sont très courtes au final dans la narration. Et si ça prend trop de temps, ça devient vite un peu. Ça vient casser le rythme du jeu, quoi. Parce qu'il y a toujours plus de règles à gérer, je trouve, dans les combats. Et en fait, comme je me rends compte que j'ai plus envie d'aller vers des jeux qui proposent de la narration et de la construction de relations entre les personnages, et ben clairement, les combats, c'est pas trop ce que ça favorise, même si ça peut être des phases de jeu agréables et sympas, hein. Il y a des moments épiques qui vont... Il y a des moments épiques qui vont ressortir, mais ouais, c'est moins ce que j'ai envie de jouer aujourd'hui, quoi, je m'en rends compte. Ensuite, on a joué à Cats la Mascarade, dont on avait parlé déjà ensemble. Ouais. Donc, il y a un jeu de Vincent Mathieu qui est chez Black Book Edition. Donc, c'est le fameux jeu dans lequel on joue des chats qui ont des pouvoirs. Et franchement, c'était hyper drôle. Parce que si t'es avec des gens qui aiment les chats, bah, tout le monde fait le chat, quoi. Je pense qu'on était pas loin de on jouait dehors, en plus on était pas loin de se rouler dans l'herbe comme les chats quand il fallait le faire, quoi. Donc ça, c'était assez mémorable. Mais c'est pas mal, c'est un peu comme le jeu avec des enfants, faut se mettre à la place des enfants, là faut se mettre à la place du chat. Et un chat, ça peut pas faire grand chose en fait. C'est là que tu te rends compte que ouvrir une porte, c'est compliqué. À part de miauler comme un désespéré pour qu'on t'ouvre la porte, ce qui marche en règle générale très bien. Mais oui, alors j'avoue que ça marche en vrai. Mais tant que t'as des esclaves ou plutôt, enfin bon, des humains quoi, à portée de main. Alors évidemment, quand t'as un chat ou que t'aimes les chats, tu t'inspires des chats que tu connais. Donc autant te dire que Manaya a été une grande source d'inspiration, bien sûr. Ouais. C'est drôle. Après, les intrigues en elles-mêmes, de fait, elles sont plus... tu vas pas aller dans des donjons, tu vas pas faire des trucs comme ça, tu vas pas te battre contre Cthulhu. Ça reste des scénarios avec des intrigues beaucoup plus terre à terre. Ouais. Mais... alors c'est pareil, hein, je sais pas si sur la durée c'est pas un peu lassant. Parce que ça risque de tourner peut-être en rond. Je me rends pas compte, hein, j'ai pas lu d'autres scénarios. Mais c'est vrai que sur un one-shot, c'est excellent, quoi. C'est excellent. Ouais, moi aussi j'ai fait un scénario one shot, c'était super sympa. On est resté, tu restes dans une maison, donc tu vas pas vraiment, il y a pas de combat épique et de trucs, mais il se passe des petits trucs. T'arrives à gérer des petits problèmes et tout ça, et c'est marrant de changer, de passer à quatre pattes pour jouer, quoi. Mais voilà, au niveau roleplay, je trouve que ça t'apporte vraiment et tu te lâches beaucoup plus que sur d'autres types de jeux, je trouve. Tu te permets beaucoup plus, je sais pas, de choses. T'es un peu comme si t'étais libéré. Le fait d'incarner un chat, tu te sens un peu libéré de plein d'autres trucs, quoi. Super expérience. Et la MJ, elle était juste énorme, quoi. Enfin, elle a été vraiment impériale. Elle jouait les PNJ, mais d'une façon, avec vraiment des moments hyper marrants. Donc, on a beaucoup ri, quoi. Ensuite, j'ai joué à la Brigade Chimérique. Donc, c'était un jeu que je ne connaissais pas du tout.
qui a été édité par Sans Détour, Feu Sans Détour. Donc La Brigade Chimérique, c'est une bande dessinée, si j'ai bien tout suivi, dans laquelle on incarne en fait des personnages qui se retrouvent avec des super pouvoirs, mais dans un cadre plus franco-français, entre la Première et la Seconde Guerre mondiale. Là, c'était le scénario d'initiation. On s'est retrouvés alors en 1917 dans les tranchées. Je peux pas dire que c'est le genre de setting de départ qui me plaît sur le papier, mais c'était franchement pas mal. J'ai trouvé que on était vraiment à fond dans l'intrigue. Le système est excessivement compliqué, probablement trop. Je suis pas sûre que ce soit toujours efficace. Malgré tout, moi j'ai réussi à peu près à m'y retrouver. Parce qu'au bout d'un moment, sinon, c'est un peu relou quand t'es toujours à dire mais alors là, est-ce que j'ai réussi, est-ce que j'ai pas réussi. Mais je trouvais que ça fonctionnait bien. L'univers était bien retranscrit. Peut-être que le MJ était vraiment à l'aise avec ça et il a bien retranscrit, mais l'univers fonctionnait. Je sais pas si j'y jouerais tout le temps. En fait, on est scénario d'introduction, donc tu fais connaissance avec l'univers et au départ, t'es pas encore dans les super pouvoirs. Enfin, c'est comment tu les gagnes en gros. Mais je trouvais ça intéressant, quoi. Je me dis bah oui, peut-être ça vaudrait le coup de faire une deuxième partie avec le même perso qui a ses pouvoirs depuis le début et qui apprend en fait à les utiliser. Ça peut être pas mal. Mais c'était vraiment quelque chose auquel je pense que j'aurais jamais joué dans d'autres circonstances et c'est plutôt une bonne découverte aussi. Bah je vois que un des auteurs notamment de la BD, c'est Fabrice Collin. Et j'avais lu alors une série de romans Winterheim de lui qui m'avait bien plu dans un monde un peu c'est dark fantasy, donc j'avais bien aimé ce roman. J'ai pas tout lu ce qu'il a fait, mais il est assez prolifique, quoi. Donc, je vous encourage aussi à aller lire ces livres. Et puis on a joué, parce qu'en fait j'ai commencé il y a 3 ans maintenant une campagne d'Hollywood et en distanciel. Et donc c'était l'occasion de retrouver les personnes avec qui je joue, à l'exception d'une personne. Donc on était quand même sur le groupe de 6 joueurs-joueuses et le MJ, donc on était tous là sauf un. Donc Hollywood, c'est un jeu qui est sorti chez aussi John Doe, qui a été conçu par Emmanuel Garbi. Donc là, ça se passe aussi dans un univers un peu comme Cthulhu Confidential, hein. Ça se passe dans une sorte de Los Angeles revu et corrigé, dans lequel il y a eu à un moment une brèche et des démons il y a une passerelle qui s'est faite entre le monde réel et des démons. En fait, c'est une grosse campagne qui s'appelle La Justice des Anges et il y a tout un mystère dans lequel s'inscrivent plein de scénarios différents. Et on joue un peu des archétypes du film noir, c'est-à-dire que tu vas avoir le flic qui est toujours un peu borderline, le privé, la journaliste. Moi, je joue un personnage qui est joueuse professionnelle, femme fatale et tout. C'est totalement moi, bien sûr. Totalement toi, bien sûr. C'est un univers qui est assez dur aussi, hein, avec des thématiques qui sont abordées, qui sont assez violentes, comme on se les imagine. C'est pas non plus mon univers de prédilection. Mais voilà, j'étais contente de faire cette campagne. J'aurais peut-être pas, tu vois, de moi-même cherché. C'est le MJ qui m'a proposé de jouer et voilà, comme j'étais quelqu'un que j'apprécie beaucoup, j'étais partante. Et là, c'était vraiment génial de jouer en vrai parce que ça change complètement, je trouvais, nos relations entre joueurs-joueuses et personnages, quoi. On n'avait pas du tout les mêmes interactions que quand on joue à distance. Et ça, c'était vraiment, vraiment chouette de pouvoir mesurer toutes ces différences qu'il y a, en fait, quand tu es en présentiel et quand tu es à distance. Je pense qu'on est plus timoré à distance, en fait. Ah bon? Bizarrement. J'aurais dit l'inverse. Ouais, j'ai trouvé que... j'ai trouvé qu'en présentiel, le fait d'être tous ensemble, ça, comme dans le jeu et dans la vraie vie, on était ensemble, on était plus galvanisés et on se sentait... plus l'émulation, quoi. Exactement. Et la joie de vous revoir après des parties en ligne. Je pense ouais, c'était marrant aussi voilà, de mettre des visages sur des voix que tu as entendues pendant 3 ans, c'est hyper marrant. Et puis on peut dire rapidement que aussi on joue ensemble, on fait une mini campagne ensemble. Oui, sur le règne de la terreur.
révolution française, des têtes vont tomber et des tentacules peut-être aussi dans l'univers un peu sur une base de Cthulhu, donc lors de la révolution française. Donc c'est un univers une période qui est assez peu jouée, j'ai l'impression. Parce que, autant le médiéval, vraiment médiéval, ça se fait. On fait dans les années 30, tu vois, mais il y a plein de... 1790, c'est un peu... c'est une période peu utilisée, quoi. Ouais, peu utilisée, et alors que c'est une période quand même assez troublée, dans le sens où il y a beaucoup d'événements, beaucoup de changements politiques, de changements sociétaux, de changements institutionnels, qui donc est pourtant propice à proposer de l'aventure au sens large. Il y a beaucoup de chaos, c'est aussi proposer de l'aventure. Il y a de la remise en question de la société, donc les gens peuvent se remettre en question, et ça change aussi le contexte, quoi. Là, on a fait la première partie, en fait, parce que la mini-campagne, en fait, elle s'organise autour de deux gros scénarios. On a fini le premier, et je pense qu'effectivement, on s'était dit que quand on aurait tout fini, pour info, en fait, toi, tu es un des personnages joueurs, et moi, c'est moi qui suis MJ. On s'était dit qu'on ferait un débriefing peut-être un peu plus poussé quand on aurait vraiment la vision complète de la campagne. Ouais, je pense que ce serait bien. On essaiera de pas trop spoiler, mais peut-être un peu quand même. On fera peut-être une partie spoiler après. Ok, ouais, tout à fait. Hein, c'est parce je pense qu'il y a pas mal de choses à en dire sur l'univers, la narration, les personnages, comment la campagne elle est organisée et tout. Je pense qu'il y a pas mal de choses à en dire parce que c'est assez différent même de scénario de l'appel de Cthulhu plus classique que j'ai fait pour l'instant en tout cas. Toi, dans l'ensemble, ça t'a plutôt plu ou pas ? Ouais, moi ça me plaît bien de voir, d'être en parallèle de la grande histoire, de faire tes petits trucs sur de voir le roi. Non, on n'a pas vu le roi. Non, on n'a pas vu le roi. On a été à Versailles. Mais on n'a pas vu le roi. Quel dommage. Non. Non, mais voilà, de vivre un peu, ça change, ça change d'époque. C'est intéressant de voir que on peut trouver des scénarios, il y a des intrigues, il y en avait déjà à l'époque, il y en aura toujours, quoi. Donc et puis c'est pas les mêmes intrigues qu'on peut faire dans les années 30, quoi. Et ce qu'on peut dire, c'est que le règne de la terreur, il peut être intégré à la campagne, à la grosse campagne Terreur sur l'Orient Express aussi. Okay. En fait, il peut être joué indépendamment ou dans le cadre de cette grosse campagne qui n'est pas sortie, je crois, avec la V7 en français, mais qui existait dans la V6 de l'appel de Cthulhu. Bon, je pense qu'on a fait le tour de notre petit bilan estival, Dédé. Alors, il y a un truc que j'ai vu passer, et je pensais que tu allais m'en parler. J'ai vu Donjons et Chatons. Est-ce que tu as vu passer ça ? Oui, j'ai vu passer, mais je me suis pas plus renseignée sur le sujet. Ouais, ça a l'air super mimi. Ça a l'air super mignon. Et il y a des chats, comme on a parlé de Cats. Moi, dès qu'il y a des chats, tu sais que moi, il m'en faut peu. Hein. Donc voilà, je suis tenté aussi. Peut-être que dans le prochain épisode, vous entendrez... vous avez acheté... écoute, si jamais tu craques, tu me le dis avant, et comme ça, on se répartit les achats comme ça. Écoute, merci beaucoup à toi, de cette discussion. Merci à toi pour l'invitation. Et puis, on se retrouvera bientôt de toute façon. Ouais. Et puis, on dit au revoir aussi à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Ciao. Ciao.